1er décembre 1947. Aérodrome de Ramenskoïe, près de Moscou. Une fine croûte de givre colle aux ailes du prototype, tandis que le soleil se traîne au-dessus de la ligne des arbres, peignant les champs enneigés d'un gris délavé. Les mécaniciens en veste matelassée bougent comme des fantômes dans le froid. Ils vérifient les joints des panneaux, resserrent les conduites de carburant, tapotent chaque rivet comme s'ils écoutaient un défaut caché. Le vent d'hiver charrie l'odeur du kérosène et du caoutchouc brûlé. Et au centre de tout cela, la petite échelle rouge. Un mécanicien la tient fermement, tandis que le commandant Jeantet Dubois, déjà une légende vivante, avec 62 victoires confirmées, grimpe vers le cockpit d'une forme qui ne lui semble toujours pas réelle. Le fuselage lui paraît étranger, lisse, à peine interrompu par des protubérances qui augmentent la traînée. Rien à voir avec les chasseurs yak qu'il a maîtrisés pendant la Grande Guerre patriotique. Il ouvre la verrière, le métal grinçant légèrement dans le froid. Dans la poche de sa veste de vol repose un petit carnet. Il écrit rapidement avant que le chauffage du cockpit n'embue le crayon. 1er décembre, premier essai opérationnel. Aucun équivalent de l'expérience de guerre. Moteur lent à monter en régime. Puissance en altitude impossible à évaluer. Commande étrangère. Mais la vitesse, Dieu nous aide, la vitesse promise par les ingénieurs est sans égale face à ce que nous avons connu au-dessus de l'Allemagne. Il referme le carnet, tandis que les ingénieurs se rassemblent en bas, le regardant avec un mélange d'épuisement et de peur. Ils ont misé leur vie et leur réputation sur cette machine. Le moteur à réaction est devenu une course, non pas entre pilotes, mais entre civilisations entières. Le maréchal au sol agite 2 palettes oranges. Dubois baisse la verrière. Le moteur tousse une fois, 2 fois, puis rugit. La neige commence à souffler de côté sous la force de l'échappement, tandis que l'appareil tremble, avide de courir. Au loin, les bouleaux gelés ploient sous la poussée, tandis que le prototype avance. En quelques secondes, le MiG-15 est en vol, grimpant comme une fusée dans le ciel pâle. Ce que personne au sol ne saisit encore pleinement, c'est ceci. Ce moment, ce décollage précis, va déclencher la panique stratégique la plus profonde que l'OTAN ait connue depuis sa création. Parce que le jet hurlant au-dessus de Ramenskoïe n'est pas un simple appareil. C'est la première hirondelle d'une tempête venue de l'Est. Et l'OTAN n'est pas prêt. La guerre est finie, mais la machinerie de guerre ne s'est pas arrêtée. À travers l'Europe, les usines autrefois dédiées aux chars et aux bombardiers sont réoutillées pour des voitures et des réfrigérateurs. Mais dans 2 pays, les moteurs de l'aviation militaire grondent plus fort que jamais. Les États-Unis, gorgés d'argent, de production de masse et de talent d'ingénierie. L'Union soviétique, affamée, blessée, mais animée d'une certitude idéologique plus intense qu'avant. Les États-Unis terminent tantôt la guerre avec plus de 300 000 appareils produits, des milliers de pilotes formés et des centaines de terrains d'essai en opération. L'URSS termine la guerre, ayant perdu plus de 34 000 appareils au combat, mais avec une expérience de combat inégalée par aucune force aérienne de l'histoire. Et maintenant, les 2 camps savent une vérité. Celui qui contrôlera le ciel dans les années 50 contrôlera le monde. Les moteurs à réaction, autrefois curiosité expérimentale, sont devenus le prochain champ de bataille. Et pourtant, en 1945, l'URSS est en retard. Ses premières tentatives de jet, le Yak-15 et le MiG-9, ne sont guère plus que des fuselages d'appareils à piston avec des moteurs à réaction maladroitement intégrés. Ils peuvent à peine égaler les P-80 américains
encore moins les surpasser. Staline veut un miracle. Il l'exige. Et le miracle arrive sous la forme la plus inattendue. En 1945, les équipes soviétiques de trophées balayent l'Allemagne vaincue. Leur mission, saisir tous les documents, composants, plans, prototypes, à moitié construits et ingénieurs qu'ils peuvent trouver. Parmi leurs plus grands trophées, le Messerschmitt Me-262, le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde. Les Soviétiques ne se font pas d'illusions. Ils savent que leur propre programme de jet accuse des années de retard. Mais le Me-262 n'est pas seulement un jet, c'est une philosophie, une doctrine de vitesse, de flèche et de poussée inégalée par tout ce que les Alliés ont construit pendant la guerre. Et dans un entrepôt poussiéreux près de Prague, ils trouvent autre chose, les moteurs BMW 003 et Junkers Jumo 004. Prototypes, variantes et chaînes de production incomplètes. En quelques semaines, les ingénieurs soviétiques les envahissent. Étudiez tout, ordonne Staline, et construisez quelque chose de meilleur. Les bureaux d'études rivalisent. Mikoyan Gourevitch, Sukhoi, Lavochkin. Ils se battent non seulement pour les contrats, mais pour leur survie. Un prototype raté peut signifier l'exil ou pire. Et puis, en 1946, une percée. La Grande-Bretagne, dans une décision extraordinaire et historiquement déroutante, vend aux Soviétiques 55 moteurs à réaction Rolls-Royce Nene. Staline rit. Quels idiots! Nous allons les copier sans leur permission. En quelques mois, les ingénieurs soviétiques reproduisent le moteur à l'identique, jusqu'à l'espacement des boulons et à la métallurgie, et le désignent RD-45. Ce moteur alimentera un jet qui changera l'équilibre du ciel. L'OTAN commence à paniquer. Début 1948, le renseignement américain commence à entendre des rumeurs. Essai de jet soviétique à Ramenskoye. Vitesse en altitude dépassant 950 km/h. Taux de montée dépassant tout ce qui existe en Europe occidentale. Nouveau design à ailes en flèche. Les analystes américains sont d'abord sceptiques. Les soviétiques peinaient avec les moteurs à piston, il y a quelques années à peine. Mais les chiffres ne peuvent être ignorés. Spécifications projetées. Estimation précoce de l'OTAN, 1948. Vitesse maximale, 1150 km/h. Plafond pratique, 15 000 mm/h. Taux de montée, 50 mm/s. Armement, canon de 23 mm/m. Place, 35 mm. Accélération, sans précédent. Ces chiffres ne sont pas seulement impressionnants, ils suggèrent une supériorité sur le F-80 Shooting Star américain. Et même une menace pour le F-86, sabre plus avancé, encore en développement. Un mémo circule au Pentagone. Si exact, cet appareil représente la menace la plus sérieuse pour la puissance aérienne occidentale depuis le Me-262. À travers l'Europe, les opérateurs radars de l'OTAN commencent à détecter d'étranges échos à des altitudes que leurs appareils ne peuvent atteindre. Quelque chose bouge vite, très vite, à travers le rideau de fer, mais personne à l'ouest n'a encore vu l'appareil clairement. Cela changera en 1950, violentement, et les cieux au-dessus de la Corée deviendront le creuset où le mythe de la supériorité aérienne occidentale sera brisé. À l'intérieur de la machine de conception soviétique, 1946-1948. En hiver 1946, l'industrie aéronautique soviétique est un champ de bataille à part entière. Contrairement aux États-Unis, où la concurrence entre firmes est tempérée par les cycles budgétaires et le contrôle congressionnel, les bureaux d'études soviétiques se battent avec une férocité désespérée, presque existentielle. Un projet raté peut signifier la fin d'une carrière ou une disparition discrète dans les ombres administratives. Au centre de cette lutte se tiennent deux hommes, Arsène Mikoyan, le concepteur aux instincts de politicien et à la précision de chirurgien.
Michel Gourevitch, le mathématicien discret obsédé par l'écoulement d'air, les coefficients de traînée et la tyrannie élégante des équations. Ensemble, ils dirigent l'OKB 155, le bureau d'études Mikoyan, Gourevitch. Ils ont quelque chose que leurs rivaux en URSS n'ont pas, une vision, pas un jet allemand, pas une copie russe, mais un jet soviétique, façonné par les leçons brutales du front de l'Est et le poids idéologique d'une superpuissance qui renaît des ruines. Leur philosophie de travail est épinglée sur un tableau noir dans leur bureau de Moscou. La vitesse, c'est la vie. La montée, c'est la survie. La simplicité, c'est la victoire. Et leurs calculs répètent la même vérité. Le moteur à réaction n'est que la moitié de l'équation. L'aile est l'autre moitié. Et ici, les Soviétiques prennent une décision qui choquera le monde. Une idée allemande, renaissante, entre des mains soviétiques, dans les banlieues de Moscou, dans un entrepôt rempli de caisses allemandes, empilées les unes sur les autres, les ingénieurs soviétiques scrutent les rapports de recherche de la Luftwaffe saisie. Parmi les documents marqués Geheimkommandosache, top secret, se trouve un simple diagramme montrant la séparation de l'écoulement à des vitesses subsoniques élevées. Les Allemands ont découvert quelque chose de profond tard dans la guerre. Une aile en flèche à 35 degrés retarde l'apparition des effets de compressibilité, augmentant efficacement le nombre de Mach critiques de l'appareil. Cela signifiait moins de traînée à haute vitesse, plus de stabilité près des vitesses transsoniques, meilleure performance en piqué, meilleure conservation d'énergie dans les manœuvres verticales. Les ingénieurs soviétiques comprennent immédiatement. C'est la clé pour rivaliser avec l'Ouest. Mais une aile ne suffit pas. Ils ont besoin d'un moteur capable de pousser l'appareil dans ce nouveau régime. Et c'est là que le Rolls-Royce naine entre dans l'histoire. En octobre 1946, une délégation d'ingénieurs soviétiques visite Rolls-Royce en Angleterre. À la stupéfaction de l'équipe britannique, les Soviétiques demandent à acheter plusieurs moteurs à réaction Néné et Derwent de pointe. Plus étonnant encore, le gouvernement britannique approuve la vente, croyant que les Soviétiques manquent de bases industrielles pour les rétro-ingénier efficacement. Ils ne pouvaient pas se tromper davantage. Le NEN devient la base du RD-45, copié si précisément que les ingénieurs de Rolls-Royce plaisanteront plus tard. Ils ont même copié nos erreurs d'usinage. Le RD-45 produit 22,2 cannes de poussée, presque le double de ce que les premiers turboréacteurs allemands atteignaient dans leurs prototypes de guerre. Une aile en flèche, un moteur puissant, un fuselage conçu autour de la simplicité et de la production de masse. Les ingrédients sont en place, il ne reste plus qu'à les combiner. En janvier 1947, l'OKB 155 produit la première maquette en bois à échelle réelle de leur nouveau chasseur. Il est court, trapu, presque grossier dans ses proportions. Un bulldog d'appareil avec une large prise d'air avalant tout le nez. Le cockpit est placé haut, offrant une excellente visibilité. Les ailes sont inclinées à 35 degrés, comme les lames d'une faux sibérienne. Gourevitch fait le tour de la maquette, passant sa main gantée sur le bord d'attaque. Il murmure à un assistant « Il virera comme aucun autre et montera comme un ange nostalgique. » Le fuselage est conçu autour d'un concept central, le combat énergétique. Monter vite, piquer vite, dicter le combat, et par-dessus tout, être assez simple pour être construit par milliers. Là où les ingénieurs américains obsèdent sur les hydrauliques, les systèmes électriques et les cockpits pressurisés, les soviétiques se concentrent sur les commandes mécaniques, les fuselages robustes, l'entretien facile,
la fiabilité par temps froid, la réparabilité sur le terrain. Un officier de renseignement américain écrira plus tard « Le MiG-15 semblait grossier comparé aux appareils américains, jusqu'à ce qu'on essaie de le combattre. » Comment l'URSS a produit le jet en masse dans la pauvreté? L'Union soviétique de 1947 est une nation qui survit avec des rations. Des millions sont sans abri. Les réseaux ferroviaires, brisés par la guerre, sont encore en reconstruction. Des villes entières, Stalingrad, Sébastopol, Smolensk, gisant en ruine. Et pourtant, dans ce paysage de pénurie, un miracle est en cours. Les usines d'aviation soviétiques sont réoutillées à une vitesse folle. Les lignes qui produisaient autrefois des Yak-9 et des La-5 crachent maintenant des fuselages en alliage léger, importés via une chaîne d'approvisionnement qui s'étend des monts Oural à la Baltique. Les statistiques de production montent comme une fièvre. 1948, 30 prototypes. 1949, 300 unités. 1950, plus de 1300 MiG-15 produits. 1951, plus de 3000 unités. Ce rythme choque les analystes occidentaux. Comment un pays qui peine à nourrir sa population peut-il construire des jets ainsi? La réponse réside dans la doctrine soviétique. La production de masse est une arme. La quantité a une qualité qui lui est propre. Là où les États-Unis mettent l'accent sur le raffinement et l'avionique, l'URSS met l'accent sur le volume. Là où les États-Unis construisent pour le confort et l'ergonomie, l'URSS construit pour le champ de bataille. Pourquoi les pilotes de l'OTAN l'appelleront bientôt un canon volant? Les jets américains, en 1949, portent typiquement 6 mitrailleuses Browning 2.50 ou 4 canons de 20 mm dans les designs plus récents. Le MiG-15 porte quelque chose de bien plus dangereux. Un canon Nudelman N-37 de 37 mm, 2 canons NS-23 de 23 mm. Cet armement n'est pas conçu pour le dogfight, mais pour tuer les bombardiers. Un seul coup de 37 mm peut briser une longeron d'aile de B-29. 2 coups peuvent fendre l'appareil en deux. Cela terrifie les planificateurs de l'OTAN, parce que le commandement aérien stratégique repose sur des bombardiers à capacité nucléaire pénétrant l'espace aérien soviétique. Maintenant, face aux images de caméras de tir, les analystes murmurent « Si ces canons atteignent nos bombardiers avant que nous atteignions les cibles soviétiques, tout change. » Le MiG-15 se façonne en bien plus qu'un chasseur, une menace stratégique. Mi-1947, les pilotes d'essai se rassemblent à Ramenskoye. Les conditions sont brutales. Des températures ressenties à 30 degrés. Des camions-citernes gelant pendant la nuit. Des équipes d'entretien réchauffant leurs mains sur les échappements des moteurs. Les pilotes, qui montent dans le nouvel appareil, incluent des as de la Grande Guerre patriotique, des sommes qui ont combattu au-dessus de Koursk, Stalingrad et Berlin, des hommes qui ont survécu à des dogfights contre des Bf-109, des FW 190 et des HE 162. Leurs premières impressions sont notées dans des journaux. On dirait un canon attaché à une fusée. À 10 000 mètres, la réponse à l'accélérateur est retardée, mais une fois qu'il mord, la montée est inimaginable. Les ailes bourdonnent quand on pousse près de Mach. Pas de flotteur, un avertissement. Le taux de roulis se raidit, l'ascenseur semble lourd, elle veut aller tout droit vers le haut. Et une note qui deviendra iconique. Cet appareil n'est pas pour les inexpérimentés. Il tuera les imbéciles. La force aérienne soviétique comprend immédiatement. Ils ont construit quelque chose de dangereux, quelque chose qui exige le respect, quelque chose à quoi l'Ouest n'a pas de réponse. Pas encore. Premier avertissement. Clair de l'OTAN, l'incident de la Baltique de 1948. Le matin du 27 mars 1948, un DC-3 de reconnaissance suédois,
en mission de renseignement électronique de routine au-dessus de la Baltique, capte soudain un retour radar grimpant vite depuis le côté soviétique. L'équipage suédois regarde son altimètre tourné vers le haut. Un autre écho apparaît derrière eux. Il réduit la distance en quelques secondes. L'équipage ne voit jamais le jet clairement. Juste une traînée argentée passant près de l'extrémité de leur aile droite, laissant une turbulence si violente que le DC-3 manque de se retourner. Des mois plus tard, les analystes de l'OTAN identifient l'appareil, d'après le taux de montée et la vitesse, un prototype de MiG-15. Les sonnettes d'alarme commencent à retentir. Les équipages radars au Danemark et en Norvège signalent des passages à haute altitude qu'ils ne peuvent égaler. Les pilotes américains stationnés en Europe rapportent des flèches argentées, disparaissant dans la couverture nuageuse à des angles impossibles. Début 1950, les estimations de renseignement de l'OTAN ne sont plus conservatrices. Elles sont effrayées, et elles ont raison. En quelques mois, le MiG-15 apparaîtra au-dessus du fleuve Yalu en Corée. Et l'Ouest comprendra ce que l'Union soviétique a construit. Ce n'est plus seulement une expérience. C'est une machine conçue pour défier les États-Unis pour le contrôle de l'air. L'arrivée du MiG-15 en Corée commence sans fanfare, sans annonce et sans aucun aveu de Moscou. La première observation confirmée a lieu le 1er novembre 1950, quand des pilotes américains, volant des F-51 Mustang au-dessus du fleuve Yalu, rapportent des jets argentés à ailes en flèche, grimpant presque verticalement vers eux, laissant des spirales de vapeur dans le ciel automnal fragile. Les Américains ne peuvent croire l'altitude que ces appareils atteignent si vite. Leurs moteurs, à piston halètent pour de l'oxygène, tandis que les inconnus montent sans effort. Un pilote de Mustang radio ou essoufflé. Quoi que ce soit, ce n'est pas chinois, pas nord-coréen, c'est soviétique. Les officiers de renseignement de la force aérienne, écoutant à la base aérienne d'Itazuke, au Japon, échangent des regards alarmés. Ils savent que les soviétiques ne volent officiellement pas de mission de combat. Ils savent qu'aucune nation asiatique n'a la base industrielle pour produire un jet de cette échelle. Et ils savent que cela signifie autre chose. La guerre froide vient d'entrer dans le ciel. 2 jours plus tard, la signature inimitable du MiG-15 apparaît à nouveau, cette fois en piqué sur une formation de B-29 Super Fortress, en route vers des ponts sur le Yalu. Les équipages des bombardiers regardent incrédules une seule flèche, argentée filée devant eux, tirer 2 courtes rafales, puis accélérer vers le haut et loin, avant que leurs mitrailleurs ne puissent même orienter leurs tourelles. De retour, à la base, les ingénieurs inspectent le longeron d'ailes brisées d'un B-29 rentré. Un seul obus de 37 mm va traverser la structure principale. Ils mesurent le trou en silence, conscients qu'un degré d'angle ou un demi-mètre de différence aurait abattu l'appareil. Un colonel résume l'humeur sans détour. Nous n'avons jamais vu un tel paquet de canons. Cette nuit-là, les planificateurs américains élèvent toutes les priorités. La guerre de Corée n'est plus un conflit conventionnel, au sol. C'est maintenant un test des systèmes d'aviation, de la capacité industrielle et de l'évolution doctrinale. Et les Soviétiques, même sans admettre leur implication, ont jeté leurs meilleurs chasseurs dans l'arène. De l'autre côté du Yalu, dans le refuge sûr de l'aérodrome d'Antung, la présence soviétique est indéniable. Des camions déchargent des caisses d'entretien estampillées en cyrillique. Les équipes au sol russes portent des vestes d'hiver standards. Les pilotes conversent dans un mélange d'accents ukrainiens, biélorusses et moscovites. Officiellement, ce sont des volontaires chinois. Officieusement, ils traitent toute l'opération comme un terrain d'essai. Lors d'un briefing de vol, par une soirée froide,
un commandant de régiment soviétique, nommé colonel Alexandre Koumanov, se tient devant ses pilotes. Un sténographe enregistre le briefing et la transcription survit. Vos appareils surpassent toutes les machines américaines. Votre taux de montée les bat. Vos canons tuent leurs bombardiers. Mais écoutez-moi, ils s'adapteront. Ils s'adaptent toujours. Ne les sous-estimez pas. Ilahan tape sur le tableau où quelqu'un a dessiné le profil d'un jet américain, encore en développement, le F-86 Sabre. Koumanov entoure l'aile en flèche. Son message est clair. Les Américains apprennent. Le vrai affrontement commence moins de 2 semaines plus tard. Le 17 décembre 1950, une patrouille de F-86 Sabre rencontre des MiG-15 pour la première fois. L'engagement est court, vertical et d'une vitesse fulgurante. Les caméras de tir des sabres enregistrent le moment surréaliste où le MiG-15 semble flotter vers le haut, grimpant dans l'air raréfié, comme libéré des contraintes de la gravité. Les Américains poursuivent, mais leurs appareils commencent à trembler à des vitesses transsoniques élevées, où le MiG reste fluide. Un pilote de sabre marmonne à la radio. Cette chose, ce MiG, c'est un monstre. Pourtant, les sabres se battent farouchement. Leurs mitrailleuses de .50 crachent des lignes de traceurs blancs. Un MiG encaisse des coups et spirale vers le bas, en laissant une traînée de fumée. Le pilote s'éjecte près du Yalou, atterrissant en parachute en territoire ami. Une entrée de journal soviétique capturée, traduite plus tard par le renseignement américain, reflète ce premier grand duel. Ils se battent avec un courage énorme. Ils n'ont pas peur de monter avec nous ou de piquer avec nous. Leur appareil est stable en piqué, peut-être plus stable que le nôtre. Mais en altitude, dans le vertical, nous régnons sur le ciel. En effet, pendant les premiers mois de la guerre aérienne, les pilotes soviétiques exploitent leurs avantages sans pitié. Leurs commandants enseignent une doctrine simple, combattre dans le vertical, pas l'horizontal, monter en zoom, passe en slashing, courte rafale de canon, ne jamais virer avec les Américains, ne jamais ralentir. Les statistiques du début 1951 racontent une histoire brutale. Dans plusieurs engagements, les unités MiG atteignent un ratio de victoire supérieur à 5,1 contre les appareils américains plus anciens, surtout les F-80 Shooting Star et F-84 Thunderjet. Les planificateurs américains commencent à retirer ces jets des rôles de première ligne, transférant le fardeau au sabre. L'OTAN, pendant ce temps, étudie chaque fragment d'information arrivant de Corée. Les analystes britanniques scrutent les images de caméras de tir image par image. Les ingénieurs français calculent les rayons de virage, le chargement à l'air et la conservation d'énergie. Les opérateurs radars norvégiens mesurent les taux de montée d'appareils non identifiés à haute altitude, traversant près de leur espace aérien. Un rapport secret remis au Pentagone en avril 1951 lit « Le taux de montée observé en Corée suggère un ratio poussé, poids, jamais atteint auparavant par les bureaux d'études soviétiques. » Les seuls prototypes occidentaux comparables existent sur des planches à dessin ou des bancs d'essai. Nous devons supposer que les soviétiques ont atteint la production de masse de turboréacteurs avancés. Cette estimation est fausse. Les soviétiques n'ont pas surmonté tous les obstacles d'ingénierie. Leurs moteurs souffrent d'une durée de vie limitée, parfois aussi basse que 25 heures de fonctionnement avant révision. Leur fuselage exige des ajustements constants, des vies d'ailes et des joints de panneaux. Mais cela n'importe pas sur le champ de bataille. Ce qui importe, c'est le vertical. Ce qui importe,
c'est l'altitude. Ce qui importe, c'est l'énergie. Le MiG-15 contrôle les trois. Et dans l'arène psychologique, l'impact est encore plus profond. Les pilotes de l'OTAN briefent avant les missions sous un nuage de tension. Ils mémorisent les piquets d'évasion, les procédures de récupération d'accélérateurs et les limites sinistres de leurs propres enveloppes de vol. Les nombres de Mach maximum, au-delà desquels le sabre tremble et menace de perdre ses ailes. Dans une transcription de briefing d'un escadron de F-46, « Si vous le voyez monter, ne suivez pas. Vous vous évanouirez avant lui. Gardez votre vitesse, gardez votre piquet. Combattez où votre machine est la plus forte, le taux de roulis, le virage, à basse altitude. » Les pilotes hochent la tête, mais restent sceptiques. La réputation du MiG-15 grandit en quelque chose de plus grand que du métal et de l'essence. Elle devient un mythe, une créature de montée brute et d'altitude froide, un prédateur argenté attendant au-dessus du Yalu. Pendant ce temps, à Moscou, le bureau d'études célèbre les rapports d'essais de Corée avec une satisfaction discrète. Ils connaissent les limites de leur appareil mieux que l'OTAN. Ils savent qu'ils se compriment à haute vitesse. Ils savent que l'autorité de roulis se raidit dangereusement, près de Mach 0,92. Ils savent que les pilotes inexpérimentés peuvent arracher les ailes en piqué trop agressifs. Mais ils savent aussi que rien de cela n'importe s'ils peuvent dicter l'engagement. La vitesse tue, l'altitude tue, la montée tue. Et le MiG détient les trois. Mi-1951, la guerre aérienne s'intensifie. Les bombardiers autrefois considérés intouchables exigent maintenant des groupes entiers de chasseurs pour escorte. Le 10 juin, une formation de B-29 subit des pertes catastrophiques, déchiquetée par des attaques synchronisées de MiG pilotées par des soviétiques. Les superfortresses perdent 3 appareils en minutes et un rentre criblé de trous de la taille de poing. Un analyste américain secoué écrit dans un rapport « Si ces canons atteignent nos plateformes à capacité nucléaire au-dessus de l'Europe, l'équilibre stratégique s'effondre. » C'est le moment où l'OTAN comprend la vérité. Le MiG-15 n'est pas seulement une arme de champ de bataille. C'est un levier géopolitique, un chasseur qui menace la doctrine du bombardement stratégique, un chasseur qui défie les suppositions sur l'industrie soviétique, un chasseur qui change les estimations de renseignements sur la capacité d'ingénierie soviétique, un chasseur qui force l'Ouest à repenser tout. Dans les aérodromes à travers l'Europe, les pilotes de l'OTAN répètent des montées d'urgence, des renversements split-S et des tractions d'ascenseurs à auger. Les ingénieurs travaillent sous des lampes fluorescentes pour rétro-ingénier chaque fragment de données qu'ils peuvent recueillir. Et les officiers de renseignement commencent à murmurer une nouvelle phrase inconfortable. La supériorité aérienne n'est plus garantie. Dans le cockpit d'un MiG grimpant au-dessus du Yalu, l'altimètre tourne vers le haut. Dans le cockpit d'un sabre piquant pour échapper, les aiguilles tremblent au bord de la compressibilité. Dans les salles de guerre de Washington à Londres, les cartes sont redessinées et les doctrines révisées. Le jet soviétique n'est pas simplement entré sur le champ de bataille. Il est entré dans l'imagination occidentale. Tout à partir de là va s'escalader. Et la prochaine phase déterminera si l'OTAN peut reprendre le contrôle, ou si les cieux appartiennent à l'Est. Le rugissement du MiG-15 au-dessus de la Corée n'est que la pointe visible d'une vaste machine d'industrie et de logistique, une civilisation industrielle reconstruite des ruines et forcée à l'excès par l'urgence idéologique, la paranoïa géopolitique et les mathématiques brutes de la survie. L'appareil qui terrifie l'OTAN dans les cieux n'est pas simplement un triomphe de l'aérodynamique. C'est l'aboutissement d'un système logistique étiré sur 11 fuseaux horaires,
alimenté par une économie dirigée qui sacrifie volontiers les luxes pour que l'aluminium et le kérosène coulent dans les usines. Les analystes américains, en 1951, ne comprennent cela que vaguement. Ils voient le jet. Ils ne voient pas encore le système qui l'a produit. Mais à l'intérieur de l'Union soviétique, le miracle n'est pas l'appareil lui-même. Le miracle est la production de masse. Dans les mois suivant le début du MiG-15 en Corée, les estimations de renseignement occidental peinent à déterminer combien ont été construits. La CIA suggère 500. Le ministère de l'Air britannique suggère pas plus de 700. Mais les archives internes soviétiques révèlent plus tard la vérité. Mi-1951, l'URSS a déjà produit plus de 3000 MiG-15, avec des sorties mensuelles, dépassant parfois 250 appareils. Les usines à Kouibychev, Novosibirsk, Gorky et Tbilissi tournent en 3 équipes par jour, 6 jours par semaine. Les ouvriers dorment dans des baraquements, à côté des halls d'assemblage. La nourriture est encore rationnée dans certaines régions. Pourtant, les lignes pour les composants d'appareils restent ininterrompues. Les usines de métallurgie dans l'Oural versent des lingots d'alliage d'aluminium transportés depuis des mines à des milliers de kilomètres à l'est. Les wagons de chemin de fer grincent sous le poids des sections de fuselage, des ailes, des palettes de munitions et des composants de moteurs. L'économie soviétique se plie à un seul but, nourrir le ciel. À côté de la production, il y a la chaîne logistique, bien moins glamour que le chasseur élégant lui-même, mais plus décisive que n'importe quel dogfight. Les appareils à réaction sont des machines gourmandes. Ils dévorent du carburant, des pneus, des plaquettes de frein et des heures de moteur, à un rythme que les chasseurs, à piston conventionnel, n'atteignaient jamais. Le turboréacteur RD-45 du MiG consomme 1,37 kg de kérosène par seconde, à pleine poussée. Une seule journée d'entraînement pour un régiment soviétique peut brûler 90 tonnes métriques de carburant. Ce fardeau étire le réseau ferroviaire soviétique à ses limites. Les wagons-citernes claquent des raffineries près de Bakou, aux aérodromes en Extrême-Orient. L'hiver gèle l'huile dans les tuyaux. Les ouvriers battent les fûts de carburant avec des marteaux pour briser la glace. Les chasse-neige dégagent les pistes nuit après nuit. Les équipes d'entretien réchauffent les moteurs avec des braseros à charbon aux heures froides de l'aube. Chaque heure en l'air exige 12 heures de travail. Au sol, chaque minute de combat exige des tonnes de soutien logistique. C'est le secret que l'OTAN manque initialement. Même dans la pauvreté, l'Union soviétique peut soutenir des opérations aériennes de haute intensité, parce que son système économique a été construit pendant des décennies pour prioriser l'industrie lourde sur les biens de consommation. Un mécanicien soviétique capturé, interrogé en 1953, l'explique simplement. Nous n'avions pas de réfrigérateur ou de bonnes chaussures, mais nous avions des appareils. C'était notre mathématique. À l'intérieur des conseils de l'OTAN, les analystes commencent à cartographier cette logistique. Ils étudient les horaires ferroviaires, estiment les sorties de raffineries et croisent les rumeurs de défecteurs est-allemands. Quand ils voient les chiffres, ils ne sourient pas. Les soviétiques peuvent être pauvres, mais ils sont organisés. Ils peuvent être affamés, mais ils sont efficaces. Ils peuvent manquer d'abondance, mais ils excellent dans la concentration. Le MiG-15 est l'incarnation physique de ce système. Une machine construite non pour le confort, mais pour la production et le combat. Et pourtant, paradoxalement, le modèle soviétique qui alimente le succès du MiG contient les graines de sa faiblesse éventuelle. Les pilotes occidentaux décrivent le cockpit du MiG comme exigu, mal chauffé, avec une instrumentation minimale et une ergonomie rare.
Le système d'oxygène est capricieux. Le viseur de canon primitif comparé aux standards américains. L'appareil manque de la sophistication avionique du F-86 Sabre. Son télémètre radar est basique et son système électrique sujet à des comportements erratiques par temps humides. Mais ces lacunes font partie de la philosophie de conception. Tout ce qui est inutile a été éliminé. Là où les États-Unis voient de la valeur dans l'électronique, l'URSS voit une responsabilité. Là où les États-Unis voient le confort du pilote comme un chemin vers l'efficacité au combat, l'URSS le voit comme une indulgence. La force aérienne rouge veut des appareils qui peuvent être construits vite, réparés rapidement, opérés par des pilotes moyens, volés depuis des aérodromes médiocres, entretenus par des équipes au sol minimalement formées. Le train d'atterrissage du MiG-15 est robuste et largement espacé, idéal pour les pistes rugueuses de Mandchourie. Son moteur est simple à enlever. 4 boulons et l'unité entière glisse dehors. Ses canons sont faciles à nettoyer, ses panneaux faciles à remplacer. C'est là que le MiG devient plus qu'une machine. Il devient un instrument d'idéologie. Le leadership soviétique croit au pouvoir du collectif sur l'individuel. Un appareil conçu pour exiger des pilotes d'élite contredirait la doctrine. Ils construisent donc un chasseur qui peut être piloté par beaucoup et produit par milliers. Les Américains notent cela avec malaise. Leur propre système produit des appareils superbes, mais au coût de la complexité, du prix et du temps de formation. Beaucoup de jets occidentaux reposent sur une avionique délicate et des moteurs exigeants en maintenance. Le F-86 Sabre est un chef-d'œuvre, mais c'est aussi un article de luxe comparé au MiG. Le contraste industriel devient plus clair en 1951, quand un MiG endommagé s'écrase presque intact en Corée du Sud. Les ingénieurs américains envahissent l'épave. Ils notent le soudage, grossier mais solide. Les alliages, crus mais résilients. La philosophie de construction, la simplicité même. Et l'aile, en flèche, à la perfection. L'analyste en chef de la force aérienne écrit « Ce n'est pas l'appareil d'un pays pauvre, c'est l'appareil d'un pays impitoyable. » Pendant ce temps, les pilotes soviétiques sont instruits de penser non à l'habileté individuelle, mais aux tactiques collectives, groupes fluides, manœuvres verticales, piquets de slashing coordonnés. Le MiG prospère dans ses combats énergétiques, où la vitesse de pensée importe moins que la vitesse de montée. Mais derrière chaque sortie se cache une guerre cachée de logistique. Un régiment de MiG exige 50 tonnes de kérosène par jour, 700 heures, hommes de maintenance, fourniture constante de munitions de 23 mm et 37 mm, remplacement des pneus tous les 15-20 atterrissages, révision de béchanté de moteur tous les 25-30 heures de vol, expédition ferroviaire de pièces de rechange tous les 48 heures. Pour les outsiders, cela semble insoutenable. Pourtant, l'Union soviétique a pratiqué ce mode de guerre pendant des décennies. La force de l'armée rouge en WWI n'était jamais l'élégance, c'était le débit. Le même système qui produisait des chars T-34 par dizaines de milliers produit maintenant des MiG-15. Les usines, qui vernaient autrefois des obus d'artillerie, versent maintenant des nervures de fuselage et des longerons d'ailes. Les ouvriers, qui construisaient autrefois des rails de lance-roquettes, Katyusha, assemblent maintenant des canons N-37. Le pays qui affamait son secteur de consommation pour nourrir sa machine de guerre affame maintenant les conforts de paix pour nourrir ses jets. Cette asymétrie terrifie les planificateurs de l'OTAN, car elle suggère quelque chose de profond. Si la guerre froide tourne au chaud,
l'URSS peut inonder les cieux. Même si les appareils occidentaux sont plus raffinés, plus confortables, plus avancés technologiquement, les soviétiques peuvent enterrer les cieux sous les nombres. En 1952, le MiG-15 ne représente plus un choc. Il représente un système, une machine intégrée de travail, d'idéologie et d'industrie qui peut surpasser presque n'importe quel rival. Mais l'Ouest n'est pas passif. L'Ouest étudie. L'Ouest s'adapte. L'industrie américaine commence à se tourner vers la production de masse de jets avec des pièces modulaires, des procédures de maintenance simplifiées et des lignes de production rationalisées. Les leçons du MiG forcent des changements qui onduleront à travers la doctrine aérienne de l'OTAN pendant des décennies. Pourtant, à ce moment, au début des années 50, un fait est inévitable. Le MiG-15 n'est pas seulement un chasseur, c'est le tranchant d'une civilisation industrielle conçue pour la guerre. Et l'OTAN ne fait que commencer à comprendre l'échelle du défi. Le MiG-15 ne défie pas seulement les appareils de l'OTAN, il défie la confiance de l'OTAN. Mais à 1951, la guerre aérienne en Corée devient un creuset où les pilotes des deux côtés confrontent quelque chose de plus profond que le métal et la vitesse. Ils confrontent eux-mêmes leurs croyances en la supériorité, la formation et la nature même du progrès technologique. La forme argentée élégante du MiG-15 tranche à travers la doctrine, aussi nettement qu'elle coupe l'air froid. Pour les pilotes de l'OTAN, le premier choc n'est pas la vitesse, ce n'est pas le canon, ce n'est même pas le taux de montée, c'est le sentiment d'être chassé. Un pilote de sabre américain, le lieutenant Jacques Harper, écrit après sa première rencontre. Ils sont apparus du soleil, hauts comme des fantômes. Nous perdions l'avantage avant de savoir que le combat avait commencé. C'était psychologique plus que tout, un sentiment qu'il possédait, le vertical. Posséder le vertical est plus qu'une phrase tactique. C'est un territoire psychologique. Celui qui commande l'altitude commande l'initiative. Celui qui commande l'initiative commande l'esprit de l'adversaire. Dans les messes et les tentes de briefing le long de la péninsule coréenne, les pilotes de sabre échangent des histoires avec un mélange de bravade et de malaise. Ils savent qu'ils peuvent battre le MiG dans les bonnes conditions. Ils savent que le taux de roulis du sabre, la maniabilité à basse altitude et la performance en piqué peuvent équilibrer la balance. Mais le MiG plane néanmoins dans leurs imaginations, silencieux, froid et toujours au-dessus. Pour contrer cela, les commandants américains réorientent la formation. Ils mettent l'accent sur les spirales de montée peu profondes, les fusions à haute vitesse, à basse altitude, les manœuvres de ciseaux roulants, les pièges de dépassement, les récupérations de piquets agressives. Le F-86, sabre devient plus qu'une machine. Il devient une déclaration que la philosophie de conception américaine peut répondre à l'innovation soviétique. Pourtant, au-delà des dogfights, il y a une autre couche, le champ de bataille idéologique. Les pilotes soviétiques volant depuis Hantung se disent ne participer à une lutte décisive contre l'impérialisme. Mais leurs journaux révèlent des réflexions plus nuancées. Un pilote de MiG écrit « Les Américains se battent bien. Ils sont courageux. Leur appareil est beau. Je l'admire. Je n'écris pas cela à voix haute. » Une autre note, écrite au crayon, tachée par des doigts froids. « Quand je tire, je ne ressens rien d'idéologique, seulement la peur, puis la concentration. » Ces entrées privées ne sont pas de la faiblesse. Ce sont de l'humanité. Des hommes des deux côtés, formés à se voir comme des symboles, commencent à se voir comme des pilotes. Habiles, effrayés, déterminés. Les Américains, eux aussi, vivent des moments de dissonance.
Un pilote de sabre note « Nous savions qu'ils étaient russes bien avant que les rapports officiels ne l'admettent. La discipline radio les trahissait, les accents, mais leur habileté, cela était indéniable. » L'habileté n'est pas seulement un avantage, c'est une fissure dans le mur de la propagande. À Washington et Londres, les analystes peinent à réconcilier deux vérités concurrentes. L'Union soviétique est économiquement tendue, ses villes marquées par la guerre, son secteur de biens de consommation affamé. Et pourtant, ces pilotes et ingénieurs ont produit un jet qui peut se mesurer au meilleur des Américains. Cette contradiction érode lentement une supposition longtemps tenue. Que l'abondance économique seule garantit la supériorité technologique. L'Union soviétique, bien que privée de luxe, a concentré ses ressources avec une focus implacable. Cette réalisation engendre une peur non seulement chez les pilotes, mais chez les décideurs. Si les Soviétiques peuvent déjà produire ce jet dans la difficulté, que pourraient-ils produire dans la prospérité? S'ils peuvent surpasser en montée les chasseurs américains, pourraient-ils un jour surpasser en production les usines américaines? Cette peur devient un battement de tambour discret sous la guerre froide. Pendant ce temps, dans les cieux au-dessus du Yalu, la guerre psychologique s'intensifie. Les pilotes de MiG deviennent plus audacieux, piquant dans les formations de sabre avec la confiance de la suprématie d'altitude. Les pilotes américains contre-attaquent avec des tactiques énergétiques agressives, fusion à basse altitude, piqué à haute vitesse, où la maniabilité du sabre brille. Un rapport de combat de 1965 capture le changement de ton. Nous ne les craignons plus, nous les respectons, et c'est plus important. Le respect est le début de l'adaptation. L'adaptation est le début de la victoire. Fin 1952, l'équilibre psychologique commence à basculer. Les pilotes américains gagnent de l'expérience. Les régimes de formation évoluent. Les escadrons de sabre apprennent les faiblesses du MiG. Son comportement de compressibilité dangereux à haute vitesse, ses commandes qui se raidissent, sa tendance à cabrer violemment pendant des virages durs à des vitesses transsoniques. Ils développent une doctrine, ne pas monter avec le MiG, ne pas poursuivre dans le vertical, forcer les fusions horizontales, utiliser la vitesse, pas l'altitude, éviter la portée des canons, rester en dessous de Mach 0,92 jusqu'à la rupture. Ils combattent le MiG, non où il est le plus fort, mais où il est simplement humain. Lentement, la confiance revient aux ailes de sabre. Lentement, les images de caméras de tir commencent à pencher en leur faveur. Lentement, le ratio change. Pas une domination écrasante, pas encore, mais un équilibre. Et l'équilibre, dans une guerre psychologique, est sa propre victoire. À l'intérieur des cockpits soviétiques, des doutes apparaissent. Un pilote de MiG écrit tard dans la guerre. Les Américains ont appris. Ils apprennent toujours. Leur taux de roulis est infernal. Je sens leur appareil virer sous moi. Ce n'est pas de la propagande, c'est de la peur, écrite dans les moments calmes entre les missions. En 1953, la bataille psychologique est devenue symétrique. Les deux côtés se respectent, les deux côtés se craignent, les deux côtés s'adaptent, et dans les salles de commandement de l'OTAN, une autre peur émerge, non du MiG seul, mais du moteur industriel et idéologique qui l'a produit. Si l'Union soviétique peut égaler l'ingénierie américaine dans l'air, peut-elle aussi égaler la production industrielle américaine au sol? Peut-elle construire non pas des centaines, mais des milliers de jets? Peut-elle contester les cieux au-dessus de l'Europe? Peut-elle menacer les flottes de bombardiers qui forment l'épine dorsale de la stratégie nucléaire occidentale? Les réponses à ces questions définiront la politique de l'OTAN, les acquisitions,
les priorités de fabrication et les programmes de formation des pilotes pendant des décennies. Le MiG-15 a forcé l'esprit occidental à prendre une nouvelle forme, une qui comprend la capacité soviétique non comme une idéologie abstraite, mais comme une réalité concrète, puissante. La guerre psychologique n'est plus confinée aux pilotes dans le cockpit. Elle est maintenant menée dans les usines, les salles de guerre et les couloirs diplomatiques. Et sous tout cela gît une question qui hante les deux côtés. Si c'est le début, que viendra ensuite? Dans la dernière année de la guerre de Corée, le choc du MiG-15 commence à irradier vers l'extérieur, loin du fleuve Yalu, loin des lignes de vol gelées d'Antong et de Kimpo, et dans les structures plus profondes du pouvoir global. Un appareil de chasse est devenu une charnière sur laquelle les stratégies, les économies et les idéologies pivotent. Pour l'OTAN, le MiG n'est plus une machine. C'est une sonnette d'alarme. La guerre aérienne révèle quelque chose que les planificateurs occidentaux n'attendaient pas. L'Union soviétique peut manier la surprise technologique. Elle peut produire un appareil qui force une adaptation rapide. Elle peut perturber les suppositions construites à partir de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, où l'industrie américaine surpassait tous les rivaux et les cieux américains appartenaient à des bombardiers escortés par des essaims de chasseurs. Le MiG-15 fait quelque chose de subtil mais profond. Il révèle l'Union soviétique comme un concurrent pair dans l'air et potentiellement au-delà de l'air. Sa montée, ses canons, sa performance en altitude confrontent l'OTAN à une vérité soudaine, désorientante. La prochaine guerre, si elle vient, ne commencera pas avec une escalade lente. Elle commencera avec des jets hurlants à travers les frontières à des vitesses transsoniques. Cette réalisation déclenche deux réactions au sein de l'OTAN, la panique et la réinvention. À Washington, les officiers d'acquisition révisent le plan quinquennal de la force aérienne en une seule nuit. Les ingénieurs travaillent avec des règles à calcul sous des lampes fluorescentes à la base aérienne de Wright-Patterson, calculant les angles de flèche d'aile, les courbes de poussée moteur et les tolérances structurelles pour de nouveaux prototypes. Le sabre, excellent bien qu'il soit, devient seulement le point de départ. Les designs pour le F-100 Super Sabre, le F-102 Delta Dagger et le Hawker Hunter britannique s'accélèrent. Le MiG-15 devient la référence, le cas de test, l'adversaire dans chaque simulation. Les quotas de production montent. Les budgets gonflent. Une nouvelle phrase entre dans le langage bureaucratique de l'OTAN. Écart de chasseurs. Mais la doctrine change autant que le matériel. Le MiG enseigne à l'OTAN la même leçon que les P-47 et P-51 enseignaient autrefois à la Luftwaffe. L'altitude est stratégie. Le taux de montée est dissuasion. L'accélération est diplomatie. La supériorité aérienne n'est pas gagnée avec les nombres seuls, mais avec la capacité à choisir les termes de l'engagement. Cette leçon résonne surtout fortement en Grande-Bretagne, où le souvenir de la bataille d'Angleterre façonne encore l'imagination politique. Les analystes de la RAF avertissent qu'une flotte de MiG soviétiques déployée depuis des bases est-allemandes pourrait défier l'espace aérien britannique en minutes. Les opérateurs radars imaginent des échos montant en formation verticale serrée. La peur n'est pas l'invasion, c'est l'humiliation, la perte du ciel, la vulnérabilité des villes. L'OTAN commence à s'entraîner pour ces scénarios. Les techniciens radars répètent l'identification rapide. Les pilotes pratiquent les interceptions à AOG. Les centres de commandement réécrivent les procédures d'alerte. Et les ingénieurs conçoivent de nouveaux systèmes d'oxygène pour soutenir les altitudes brutales
où le combat MiG prospère. Mais l'influence du MiG s'étend encore plus loin dans l'économie et l'idéologie. L'Union soviétique, bien que victorieuse dans l'air, révèle quelque chose de curieux à travers son succès. Une économie pliée si extrêmement vers la production militaire que la vie de consommation souffre. Les analystes américains, étudiant les carnets de bord capturés, les lettres de pilote et les protocoles de maintenance, notent le même schéma. L'URSS est capable d'une concentration industrielle extraordinaire. Mais cette concentration vient à un coût. Un économiste américain, écrivant dans un rapport RAND de 1954, le dit crûment. Ils peuvent construire des chasseurs, mais ils ne peuvent pas construire de réfrigérateurs. Ce n'est pas de la moquerie. C'est une observation stratégique. Là où le MiG-15 démontre la force soviétique, la vie quotidienne derrière le rideau de fer révèle la fragilité soviétique. Ce contraste devient un outil puissant dans la campagne idéologique de l'OTAN. En Allemagne de l'Ouest, où la peur de l'expansion soviétique est aiguë, les troupes américaines distribuent des barres de chocolat aux enfants pendant les exercices d'entraînement. Au Japon, les bases aériennes deviennent des vitrines d'abondance de consommation. Machines à glace, fontaines à soda, magasins PX débordant de biens. La guerre psychologique ne s'arrête pas quand les pilotes atterrissent. Elle continue dans les rues, les cantines, les supermarchés, où d'anciens ennemis voient des étagères remplies à l'excès. Le MiG-15 aide à déclencher un autre processus extraordinaire, la reconstruction de l'Europe occidentale par l'aide américaine. Le message du plan Marshall devient lié, implicitement, au message de la menace MiG. Si l'Europe est forte et prospère, l'influence soviétique s'affaiblit. Si l'Europe est faible et effrayée, l'ombre du MiG grandit. Et ainsi, à travers la France, la Belgique et les Pays-Bas, les grues de construction montent. Les autoroutes s'étendent, les hubs ferroviaires se modernisent, de nouvelles usines ouvrent. La même logique logistique et industrielle qui alimentait la victoire américaine en Seconde Guerre mondiale alimente maintenant la reconstruction du monde libre. Derrière cette vague d'économique gît un calcul implicite. Pour contrer un behemoth militaire planifié centralement, les démocraties doivent prouver que l'abondance, la liberté et la modernité produisent un pouvoir supérieur. Pas par des slogans, mais par des réfrigérateurs, des voitures, des radios et des supermarchés. La nourriture devient idéologie. Coca-Cola devient un symbole de stabilité. La glace, étonnamment, devient un avantage diplomatique. Les bases américaines, en Europe, installent des machines à glace non seulement pour le moral des troupes, mais comme une démonstration involontaire de supériorité au niveau système. Les visiteurs des ministères ouest-allemands, nouvellement réformés, s'émerveillent de l'infrastructure électrique requise pour faire fonctionner continuellement de tels appareils, une infrastructure encore endommagée ou absente dans de nombreuses régions. Le MiG-15, donc, alimente non seulement la modernisation militaire de l'OTAN, mais aussi la confiance économique et idéologique de l'Ouest. Pour contrer la puissance industrielle soviétique, l'Ouest double sur le délice de consommation. Là où le MiG vole au kérosène, l'OTAN vole aux calories, au confort et au choix. Pourtant, l'Union soviétique n'est pas aveugle à cette dynamique. À Moscou, une introspection discrète commence. Le parti célèbre les triomphes du MiG, mais les planificateurs savent qu'ils confrontent un paradoxe. Ils peuvent construire des armements remarquables, mais ils ne peuvent pas encore égaler les standards de vie occidentaux. Ils peuvent commander des métaux pour des jets, mais ils ne peuvent pas produire assez de beurre. Ils peuvent balayer les cieux, mais ils ne peuvent pas remplir les magasins. Cette tension devient visible dans les lettres de pilotes soviétiques
stationnés près de la frontière sino-coréenne. L'un écrit « Nous gagnons dans l'air ». Mais quand je vois les camps américains, leur nourriture, leur chaleur, leur équipement, je comprends une autre vérité. Ils vivent comme si la guerre était loin. Nous vivons comme si la guerre était toujours ici. Ce n'est pas de la dissidence, c'est du désillusionnement, un changement subtil de croyance qui reflète ce que les prisonniers de guerre allemands vivaient autrefois dans les trains, cuisines et salles de classe américains. L'idée que l'abondance, la vraie abondance, mine l'idéologie plus efficacement que n'importe quel tract, et ainsi, quand l'armistice commence à poindre en 1953, le monde est déjà changé. Le MiG-15 a altéré les acquisitions, la doctrine, la stratégie industrielle, l'économie politique et la psychologie globale. Il a forcé l'OTAN dans une période de modernisation frénétique et il a révélé les limites de la planification centrale soviétique. Ce qui reste est l'héritage à long terme. Un héritage qui sera exploré pleinement dans la partie conclusive. Le jet qui terrifiait l'OTAN a fait plus que façonner un champ de bataille. Il a façonné un monde. L'armistice de juillet 1953 met fin aux tirs en Corée. Mais il ne met pas fin à la guerre que le MiG-15 a commencé. Le jet argenté qui hurlait au-dessus du Yalu devient plus qu'une arme. Il devient un symbole tissé dans chaque chapitre subséquent de la guerre froide. Pour l'OTAN, pour l'Union soviétique, pour les pilotes qui ont combattu, et pour les ingénieurs qui rêvaient en équations et rivets, le MiG n'est pas simplement un appareil, c'est un rappel. Un rappel que la technologie peut surprendre. Un rappel que la doctrine doit évoluer. Un rappel que la capacité industrielle façonne la géopolitique aussi sûrement que les canons et les jets. Et pour beaucoup, un rappel que le concours idéologique entre Est et Ouest n'est pas décidé uniquement dans les cieux, mais dans les foyers, magasins, usines, champs et vie quotidienne des gens de chaque système. Quand les canons se taisent, les premières analyses d'après-guerre commencent. Les équipes de renseignement aérien américaines passent au peigne fin les rapports de bataille, les images de caméras de tir et les témoignages de pilotes de sabre. Leur conclusion est prudemment triomphante. Le F-86 détient un léger avantage tactique entre des mains expérimentées. Mais l'expérience est la clé. Quand les deux appareils sont pilotés près des limites de leurs enveloppes, le résultat dépend moins de la machinerie que de l'homme dans le cockpit. Une revue classifiée de l'USAF fin 1953 déclare « Le MiG-15 n'est pas une bête mystérieuse, c'est une plateforme hautement capable, optimisée sans pitié. Ses capacités dérivent de la clarté de but, non de l'extravagance de conception. » Clarté de but, cette phrase devient la pierre de touche pour la prochaine génération de chasseurs de l'OTAN. L'influence du MiG ondule dans les planches à dessin, de Seattle à Farnborough. Les ingénieurs occidentaux internalisent les leçons. Ils étudient la torsion d'aile de 23 degrés du MiG, la flèche de 35 degrés, son faible chargement à l'air, ses tolérances structurelles. Ils notent où les soviétiques ont choisi la simplicité sur la sophistication. Les lignes hydrauliques, l'avionique minimale, les chargeurs de canons mécaniques, le train d'atterrissage robuste. Et par-dessus tout, ils s'émerveillent de l'économie pure de la conception. Rien n'est gaspillé, rien n'est en trop. Chaque gramme de poids sert la performance ou la production. Cette philosophie, étrangère aux démocraties en temps de paix, force l'Ouest à repenser la relation entre abondance et efficacité. Construire des appareils à l'échelle, les maintenir dans des climats durs, les déployer rapidement, ces insights reviennent comme doctrine.
Mais l'héritage le plus durable émerge non dans les usines ou les hangars, mais dans les esprits des pilotes. Pour les pilotes soviétiques, la Corée laisse une impression contradictoire. Ils volent l'un des plus grands chasseurs du monde. Pourtant, rentrent chez eux avec des livrets de rationnement et des magasins vides. Ils assistent à des briefings louant la prouesse technologique soviétique, pourtant murmurent en privé sur les biens de consommation américains. Cockpit plus chaud, sièges plus doux, nourriture plus riche. Les mémoires d'après-guerre d'un pilote, introduites clandestinement, à l'ouest des décennies plus tard, lisent « Dans le ciel, nous étions égaux. Au sol, nous ne l'étions pas. C'est étrange d'admirer le confort de son rival, tout en essayant de le tuer. » C'est une phrase que seule la guerre peut produire, parties égales de fierté, respect, peur et mélancolie. Pour les pilotes américains, la Corée devient un creuset d'humilité. La suprématie qu'ils ont héritée de la Seconde Guerre mondiale s'évapore dans l'air froid, au-dessus du Yalu. Ils apprennent à nouveau ce que leurs prédécesseurs apprenaient au-dessus de la Tunisie et de la Nouvelle-Guinée. L'ennemi s'adapte, l'ennemi innove, et l'ennemi ne peut être sous-estimé. Un pilote de sabre écrit « Le MiG-15 a dépouillé notre arrogance. Il nous a forcés à regagner le ciel. » Ces réflexions résonnent dans les documents de planification de l'OTAN pendant des décennies. Elles façonnent les régimes de formation, mettant l'accent sur l'adaptabilité sur la doctrine rigide. Elles influencent les acquisitions, équilibrant la complexité de pointe avec la fiabilité robuste que le MiG démontrait. Elles affectent même l'imagination culturelle de l'aviation militaire, où le MiG-15 devient l'archétype du chasseur ennemi. Simple, létal, froid, élégant dans sa sévérité. Pourtant, les conséquences plus profondes se déploient seulement progressivement. Tout au long des années 1950, l'Europe subit une transformation étonnante. Les villes montent des ruines, les autoroutes relient les nations, les usines rugissent à la vie, cette fois non pour construire des chars, mais des tracteurs, non des chasseurs, mais des réfrigérateurs. La guerre idéologique devient de plus en plus une compétition de standards de vie. L'Union soviétique continue son accent sur la production militaire, croyant que les canons sécurisent les frontières. L'Ouest, ayant appris du MiG que la capacité industrielle brute reste essentielle, investit massivement non seulement dans les armements, mais dans l'abondance de consommation. Supermarchés, supermarchés, supermarchés. Allées remplies de choix. Réfrigérateurs remplis de choix. Ce n'est pas une coïncidence. Derrière chaque chaîne logistique de l'OTAN gît une assertion implicite. La liberté produit l'abondance. L'abondance produit la force. Le MiG-15, avec tout son éclat, représente un système qui a atteint l'excellence par le sacrifice. Le F-86, sabre avec toute sa finesse, représente un système qui a atteint l'excellence par la prospérité. Ce contraste, subtil en 1950, devient flagrant au début des années 1960. Et puis, dans un dernier twist d'ironie, le MiG-15 devient le premier appareil soviétique largement exporté. Il vole au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, en Asie et en Afrique. Son image devient iconique, une aile argentée tranchant l'aube, une étoile rouge sous la verrière. Il survit à ses rivaux en service, un témoignage de la robustesse de sa construction. Mais dans chaque cockpit, les futurs pilotes, polonais, allemands, chinois, nord-coréens, apprennent quelque chose que leurs prédécesseurs soviétiques n'ont jamais pleinement articulé. Le MiG-15 est une machine construite pour tenir le ciel un moment, non pour définir le monde en dessous. Et le monde en dessous change. Les usines se modernisent, les nations prospèrent, les économies surgissent. Et à la fin des années 1960,
Même l'Union soviétique ne peut ignorer la réalité que les gens désirent, non seulement la sécurité ou la fierté, mais le confort. Les réfrigérateurs importent, les appartements importent, les lumières importent, le choix importe. Et lentement, la leçon rétro-ingénierée de l'Ouest devient inévitable. Une idéologie construite sur la rareté ne peut survivre à une idéologie construite sur l'abondance. Tandis que les décennies glissent vers la détente, la légende du MiG-15 devient une chose plus calme. Un écho dans les hangars, une photographie dans un manuel d'ingénierie, un éclat de métal dans un musée. Pour les pilotes qui l'ont volé, son souvenir est plus vif, le poids des forces G pressant dans le siège, la lueur du viseur, le hurlement du moteur qui monte un matin d'hiver. Pour les planificateurs qui l'ont étudié, le MiG est la charnière qui a forcé l'OTAN à reconstruire doctrine et économie et laïque. Mais pour les historiens, sa vraie signification est plus grande encore. Le MiG-15 est la preuve que la guerre n'est pas décidée seulement par le courage ou la technologie. Elle est décidée par les systèmes industriels, logistiques, économiques, idéologiques. Elle est décidée par la capacité à apprendre et s'adapter plus vite qu'un adversaire ne peut imposer sa volonté. Elle est décidée par si une société peut produire non seulement des armes, mais aussi les conforts et libertés qui soutiennent le moral et la légitimité. Et maintenant, à la fin de cette longue histoire, nous retournons à l'aérodrome d'hiver de Ramenskoïe en 1947. Le givre colle encore aux ailes. Le soleil se soulève encore à contre-cœur au-dessus de l'horizon. Les mécaniciens bougent encore comme des ombres dans le froid. Et le commandant Jean Dubois grimpe encore dans le cockpit d'une machine dont même lui ne peut pleinement saisir le potentiel. Il ferme la verrière. Il souffle sur ses phalanges gantées. Il vérifie les jauges, primitives mais vivantes. Il pousse la manette des gaz et le moteur rugit. L'appareil argenté accélère sur la piste enneigée, s'élevant dans le ciel pâle comme une promesse ou une menace. Personne au sol ne comprend l'avenir qui monte avec lui. Pas les batailles le long du Yalu, pas la reconstruction de l'Europe, pas les doctrines réécrites, pas les économies renaissantes, pas les idéologies transformées. Le MiG-15 disparaît dans les nuages, une forme, un son, un symbole. Et pour un moment l'aérodrome est calme à nouveau. Mais tout a changé.